Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un marché du travail qui est complètement paradoxal. Ah oui, c'est le mot. D'un côté, on a des entreprises qui sont hyper frileuses pour embaucher, c'est du jamais vu depuis 4 ans. Et de l'autre, on a quasiment 9 recruteurs sur 10 en France qui disent qu'ils rament. Ils rament complètement pour trouver les bons profils. Exactement. Donc clairement, le duo classique CV et lettre de motivation, ça ne suffit plus. C'est clair. Aujourd'hui, on va donc plonger dans ce qui est en train de tout changer dans le recrutement. On s'est appuyé sur pas mal de choses, un article de recherche sur le recrutement par les compétences, des analyses sur les tendances RH pour les années à venir. Et puis surtout, cette collection assez fascinante de 30 campagnes de recrutement ultra créatives. Oui, menées par des boîtes comme Burger King, Decathlon et même les finances publiques. Si. Oui, on va en reparler de celle-là. Notre mission, c'est de comprendre pourquoi le CV perd autant de vitesse, et puis de décortiquer ces stratégies parfois vraiment surprenantes que les entreprises inventent. Allez, c'est parti. Alors, le problème de fond avec le CV, c'est qu'on le voit de plus en plus comme un héritage un peu obsolète, quoi. Il est focalisé sur le passé, tu vois, les diplômes, les postes d'avant, mais il dit presque rien sur le potentiel réel d'une personne, ou son adaptabilité. Et c'est ça qui est crucial aujourd'hui. C'est ça. Oui, ce décalage, c'est vraiment le cœur du sujet. Mais est-ce que le souci vient du CV lui-même ou de la façon dont les recruteurs sont formatés pour le lire? Parce qu'on pourrait se dire qu'un bon CV, bien lu, ça peut quand même laisser voir un potentiel, non? C'est une excellente question. En théorie, oui, mais en pratique, ce que montrent nos sources, c'est que le CV agit souvent comme un amplificateur de biais. C'est-à-dire? L'âge, le genre, l'adresse, le prestige de l'école, ce sont des filtres qui nous font passer à côté de profils géniaux, mais qui ont un parcours un peu moins linéaire. Les fameux profils atypiques. Voilà, on se prive de talent juste parce qu'elle ne coche pas les cases. D'ailleurs, une étude de l'APEC qu'on a consultée est sans appel. 60% des recruteurs avouent eux-mêmes qu'il y a un fossé entre ce que dit le CV et les compétences dont ils ont vraiment besoin. Ah ouais? 60%, c'est énorme! C'est énorme. Ça veut dire que plus de la moitié du processus est basé sur une info jugée décalée par ceux qui l'utilisent. Exactement. Et c'est pour ça qu'on voit émerger cette alternative, le skills-based hiring. Le recrutement par les compétences. C'est ça. L'idée, c'est de renverser la table. Au lieu de regarder les diplômes, on évalue ce que les candidats savent faire. On teste leurs compétences concrètes, techniques ou comportementales, les fameuses soft skills. On passe du pédigré au potentiel, en somme. C'est tout à fait ça. L'article de recherche qu'on a analysé, il structure cette approche autour de 5 grands piliers. Le premier, c'est justement de se concentrer sur les compétences pour élargir le vivier de talents. D'accord. Le deuxième, c'est l'intégration de la technologie et surtout de l'IA pour rendre le processus plus efficace et, en théorie, plus objectif. Mais les 3 autres? Alors, le troisième, c'est la diversité, l'équité et l'inclusion, avec des pratiques comme le recrutement à l'aveugle. Le quatrième, c'est de mettre l'accent sur l'apprentissage continu. Et enfin, le cinquième, c'est l'alignement stratégique. S'assurer que chaque recrutement sert les objectifs de la boîte. Le cadre théorique est clair. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment les entreprises mettent ça en pratique. Et certaines sont vraiment créatives. Ah, ça oui. Tu parlais de technologie, et c'est vrai qu'on voit des trucs spectaculaires. Prends McDonald's, avec leur campagne HH Recrutement. Ah oui, excellent exemple. Ils ont pris le QR code, un outil souvent un peu froid, et ils l'ont transformé en visuel de burger ou de frites. C'est malin. Tu scannes l'image avec ton téléphone et en 2 minutes, hop, ta candidature est partie. Résultat, ils ont réduit leur temps de recrutement de 65%. 65%, c'est impressionnant. Et dans la même veine, il y a Burger King qui utilise une IA conversationnelle pour le premier tri. Oui, et pour planifier les entretiens. L'impact est dingue. Ils reçoivent 10 000 candidatures par mois. Attends, 10 000 par mois. Mais c'est colossal. Comment ils gèrent ça derrière? L'IA ne crée pas juste un nouvel embouteillage plus loin. C'est la question clé. Et non, parce que l'objectif est double. L'efficacité, bien sûr. Chez McDo, les managers disent économiser 3 à 5 heures par semaine. Ce qui est déjà énorme. Mais ce temps, il est réinvesti dans l'humain. Libérés du tri, les recruteurs peuvent passer plus de temps de qualité en entretien. La technologie ne remplace pas l'humain, elle lui redonne sa place. C'est une nuance super importante. L'outil au service de l'humain, et pas l'inverse. Mais au-delà de la tech, il y a des stratégies qui sont presque du marketing pur, avec une sacrée dose d'audace. Decathlon, par exemple, avec le recrutement à l'envers. Ah, ça c'est un coup de maître. Raconte. Au lieu d'une offre d'emploi classique, Decathlon a publié son propre CV d'entreprise sur LinkedIn. Et ils ont posé la question,
Et si c'était à vous de nous recruter? J'adore. C'est une manière géniale d'affirmer sa culture et de dire on est dans une relation d'égal à égal. Ça change toute la dynamique. C'est très malin. Et dans un autre style, mais tout aussi audacieux, il y a la Direction générale des finances publiques. On s'attend à un truc très... Très austère, oui. Et pourtant, ils ont transformé les sachets à pain de 50 boulangeries en offres d'emploi. Non. Si. Chaque sachet présentait un des 50 métiers qu'ils proposent. C'est brillant parce que ça touche des gens qui ne vont peut-être jamais sur les sites d'emploi spécialisés. On élargit le vivier. Et ça casse complètement leur image un peu poussiéreuse. C'est un super coup de com'. Il y a aussi Fiverr, que j'ai trouvé excellent. Ils ont encouragé leurs employés à changer leur titre sur LinkedIn pour un truc plus. Plus honnête et plus drôle, oui. Comme ce chef d'équipe qui a mis, point, quelqu'un qui saute des réunions pour faire du vrai travail. Et qui est aussi chef d'équipe. Je crois que beaucoup de monde peut s'identifier à ça. Carrément. Et ce n'est pas qu'une blague, c'est un signal culturel très fort qui dit « Chez nous, on valorise le concret plus que la comédie corporate ». Résultat, plus 43% de candidatures. D'accord, toutes ces campagnes sont géniales pour attirer. Mais une fois que le candidat est là, comment on l'évalue sans CV? Et c'est là qu'intervient la simulation. On se souvient tous de la campagne d'Heineken, The Candidate. Oui, une campagne devenue virale. L'entretien était en fait une série de mises en situation improbables. Le recruteur qui fait un malaise simulé, une alarme incendie. Le but était de voir les réactions en temps réel. En com, c'est un coup de génie. Mais est-ce que ça marche vraiment pour recruter? On ne risque pas de sélectionner de très bons acteurs, mais pas forcément les plus compétents. C'est la critique la plus juste. Et la réponse est « ça dépend ». Pour un poste en événementiel où la gestion de l'imprévu est clé, c'est peut-être pertinent. Pour un analyste de données, c'est sûrement contre-productif. Donc loin d'être une solution universelle. Non, pas du tout. Et c'est pour ça qu'il existe des approches bien plus structurées comme la méthode de recrutement par simulation, la MRS de France Travail. Là, on oublie le spectacle. C'est plus carré. Beaucoup plus. On conçoit des exercices très concrets qui reproduisent les compétences précises requises pour un poste. Tu as un exemple? Oui, un qui est frappant, c'est dans le secteur nucléaire. On met 2 candidats en binôme, l'un à la photo d'une structure en bois. Il doit guider à la voix son partenaire, qui lui a les pièces, mais doit construire à l'aveugle. D'accord. L'exercice ne teste pas la construction, mais la capacité à suivre des instructions, à communiquer clairement. Des compétences vitales pour la sécurité. On ne regarde plus ce que tu as fait, on regarde comment tu fais. On passe de la promesse à la preuve. C'est clair. On voit bien comment ça change la vie des recruteurs. Mais du côté de la personne qui postule, qu'est-ce que ça change, Anémie? Ça change tout. L'expérience candidat, c'est devenu le nerf de la guerre. Il y a une stat qui est glaçante. Seuls 20% des candidats vont au bout d'un processus qu'ils jugent trop complexe. Donc 8 sur 10 abandonnent en cours de route. C'est un taux d'échec colossal pour les entreprises. Et ça a des conséquences désastreuses sur leur image. Une étude de Job Teaser et de l'EDH montre que 86% des jeunes ont déjà été ghostés par un recruteur. 86%, c'est incroyable. Ne jamais avoir de réponse après avoir postulé. C'est le meilleur moyen de se faire une réputation exécrable. Et les attentes de la Gen Z sont très claires là-dessus. Oui. Nos sources en listent 4. D'abord, la flexibilité. Pour 40%, c'est la priorité numéro 1. Ensuite, la rapidité. Un process de recrutement, ça ne devrait pas dépasser 22 jours. Ce qui est déjà un vrai défi pour beaucoup de boîtes. Carrément. Troisièmement, la communication. Ils veulent un contact humain, un retour, même si c'est non. Et ça, c'est un changement culturel majeur. Le pas de nouvelles, mauvaises nouvelles, ça ne passe plus du tout. Ce chiffre de 86% de ghosting, c'est la preuve de cet échec. C'est une question de respect, en fait. Et la quatrième attente, c'est le sens. Près d'un sur 2 privilégie l'équilibre vie pro-vie perso. Tout ça nous amène à la question de l'IA. Et c'est un vrai paradoxe. D'un côté, 97% des recruteurs disent que l'IA leur fait gagner un temps fou. De l'autre, les candidats sont hyper méfiants. Seulement un quart pensent que l'IA garantit une évaluation juste. Ils ont peur de la boîte noire algorithmique. D'être jugé par une machine sur des critères opaques. Exactement. L'enjeu pour les entreprises, c'est donc la transparence. Elles doivent expliquer comment et pourquoi elles utilisent ces outils pour garder la confiance. Donc, ce recrutement sans CV, ce n'est pas non plus la solution miracle à tous les problèmes. Loin de là. Il faut être lucide. Pour un médecin ou un ingénieur, le diplôme reste un prérequis non négociable. On ne va pas le remplacer par une mise en situation. D'accord. Et puis,
concevoir de bons exercices de simulation, ça demande beaucoup de temps et d'expertise aux équipes RH. C'est bien plus exigeant qu'un simple tri de CV. Et il y a le risque de remplacer les vieux biais humains par de nouveaux biais, mais algorithmiques cette fois. C'est le défi majeur souligné par la recherche. Il n'existe pas encore d'outils standardisés et sans garde-fou éthique clair pour l'IA, on risque de créer des systèmes qui discriminent de manière encore plus invisible. Donc si on fait le bilan, on se dirige vers un modèle hybride, c'est ça, hein? Le CV ne va pas disparaître, mais il va changer de statut. C'est tout à fait ça. Il passe d'une preuve de compétence à une simple carte de visite, une pièce du puzzle parmi d'autres. Exactement. L'avenir, c'est une combinaison intelligente des deux mondes. La technologie pour l'efficacité et l'humain pour évaluer les soft skills, la personnalité et offrir une expérience respectueuse. D'ailleurs, le vocabulaire change. On parle de moins en moins de marque employeur, Ce que l'entreprise communique, voilà, pour parler d'identité employeur, ce que l'entreprise est vraiment. L'authenticité devient la nouvelle monnaie. en résumé, le recrutement est en pleine transformation. Poussé par la tech et les nouvelles attentes, les entreprises passent d'une analyse du passé à une détection du potentiel. Le message central qui émerge de toutes nos sources, c'est que la valeur d'une personne ne se résume plus à une liste de diplômes. Ce sont les compétences, la capacité d'apprendre et de s'adapter qui sont au centre du jeu. Le potentiel l'emporte sur le pédigré. C'est exactement ça. Et pour finir, ça m'amène à une dernière réflexion en fait. À mesure que les entreprises deviennent expertes pour évaluer nos compétences via des simulations et des IA, le défi se déplace un peu. La question n'est plus seulement « est-ce que j'ai les compétences pour ce poste ?», mais plutôt « comment est-ce que nous, en tant qu'individus, on peut apprendre à mieux comprendre et articuler notre propre portefeuille de compétences pour naviguer dans ce nouveau monde du travail ?»